Bonjour à tous, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à ces universités 2021 de la coordination en santé. Merci à tous de vous être connectés sur Zoom tôt ce matin, c'est un plaisir de vous accueillir. Alors 2 journées consacrées à la complexité patient et systémique dans les parcours de santé, 2 journées d'échange et de réflexion avec différentes sessions, notamment des tables rondes. Aujourd'hui, par exemple, le rôle des équipes de premier recours dans la prise en charge de la complexité, quelle interaction avec les dispositifs d'appui. Et demain, par exemple, on aura une table ronde sur les entrées et sorties à l'hôpital, comment coordonner la prise en charge. On parlera des jeunes lors de ces universités aussi et de la question de la complexité et de la santé mentale de ces jeunes affectés, on le sait, par la crise Covid. Là encore, comment coordonner une bonne prise en charge. Des sessions, je le précise parce que c'est important, qui seront toutes interactives avec des intervenants en présentiel comme ce matin et puis d'autres à distance. Mais dans tous les cas, vous aurez l'occasion et l'opportunité d'interagir avec eux en adressant vos questions sur un chat qui est d'ores et déjà à votre disposition. Voilà, je ne fais pas plus long et j'accueille tout de suite pour ouvrir ces universités 2021 eh bien celui qui nous accueille ici dans cette belle université à Albi, Philippe Guillot, directeur de la recherche de l'INU Champollion. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, nous sommes très heureux de vous accueillir sur le campus d'Albi de l'INU Champollion pour cette université de la coordination en santé. En général, nous avons l'habitude de présenter l'INU Champollion comme un établissement universitaire pluridisciplinaire hors santé, ce qui peut paraître paradoxal dans le contexte donc, de cette manifestation qui va nous occuper pendant 2 jours. Cette appellation provient uniquement du fait que nous formons des jeunes dans tous les domaines, excepté médecine et pharmacie. C'est la raison pour laquelle nous avons cette appellation, mais la santé, c'est quelque chose qui est très présent au niveau de l'établissement, notamment en formation, sur notre campus de Castres, avec l'école d'ingénieurs ISIS en informatique et santé. En recherche, bien entendu, nous avons de nombreuses activités, toujours sur le campus de Castres dans le domaine de la santé connectée, mais pas uniquement. Nous avons un ensemble de disciplines qui peuvent être reliées en termes d'activité à la santé. Nous avons des biologistes qui travaillent dans ce domaine, nous avons des physiciens également, des ergonomes, des gens qui travaillent dans le domaine des activités physiques et sportives sur le campus de Castres. Nous avons des gens qui travaillent dans le domaine des jeux sérieux, notamment également en droit et santé. Donc vous le voyez, il y a tout un ensemble d'éléments qui montrent que le lieu qui vous accueille aujourd'hui est tout à fait légitime pour le faire et nous sommes ravis de le faire. J'espère que cette conférence, dans le contexte actuel, permettra de nombreux échanges sur le domaine que vous avez choisi du parcours de santé et notamment du rôle du patient et de sa prise en compte. Voilà, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Je voudrais remercier tous les partenaires qui ont permis l'organisation de cette manifestation et son déroulement, notamment le réseau Occitanie. Et je vous rends la parole pour la suite de cette matinée. Merci beaucoup pour ce chaleureux accueil. Je voudrais qu'on joigne à présent en distanciel Jacques Martini, qui est président de Réseau Occitanie, pour un petit mot d'ouverture également de ces universités. Est-ce que vous nous entendez, monsieur Martini ? Alors, est-ce qu'il nous voit, est-ce qu'il nous entend? Monsieur Martini, c'est à vous. On va lui laisser quelques secondes parce qu'il y a peut-être un souci de connexion. Oui, je crois que c'est à vous, monsieur Martini. Je vous laisse la parole. Alors, on ne vous entend pas. Vous êtes peut-être sur mute. Il faut activer le son. Alors, on n'a pas une bonne connexion. Donc, je vais demander à Boris Duponchel, secrétaire général de Réseau Occitanie, de venir nous retrouver pour un petit mot introductif. Boris, venez prendre place. Merci d'être là. On a une très mauvaise connexion, monsieur Martini. Je suis désolée, on ne vous entend pas du tout. Merci. Du coup, bonjour à tous. Boris. J'excuse Jacques Martini, notre président, qui du coup a quelques soucis de connexion, effectivement. Mes premiers mots seront bien évidemment pour remercier Philippe Guyot pour l'accueil chaleureux de l'université
de l'Institut national, l'INU, Institut national universitaire Jean-François Champollion, sans lequel rien n'aurait été possible. La première édition qui a eu lieu en 2019, et puis cette deuxième édition dans un format un peu différent en 2021. Merci à Madame Christelle Farinck, la directrice de l'Institut, et bien évidemment un merci tout particulier à Hervé Pingot, qui s'est investi depuis la première heure pour la première édition et encore sans compter cette année, et sur lequel on sait qu'on peut compter sur ces sujets. C'est un plaisir d'ouvrir donc cette deuxième édition de l'Université de la coordination en santé. L'année dernière, vous vous en doutez, avec la crise, on a dû reporter, malgré un succès de la première édition avec près de 200 participants, comme cette année. On aurait bien évidemment aimé pouvoir vous accueillir en présentiel sur le site, sur ce très beau site, effectivement, dans lequel on est aujourd'hui pour 2 journées intenses de travail, éventuellement un peu de tourisme dans cette belle ville d'Albi. Mais ce sera pour l'année prochaine. Probablement, la crise que nous connaissons nous ayant obligés à nous adapter avec les moyens digitaux qu'on commence tous à connaître, les outils de visioconférence qu'on pratique maintenant tous au quotidien, qu'on aime, parfois qu'on déteste, et puis avec lesquels on est obligé de vivre aujourd'hui et d'organiser nos événements. Rassurez-vous, on va être optimiste, ce n'est que partie remise, et l'année prochaine, on se retrouvera tous ici en présentiel pour ce rassemblement entre professionnels de la coordination et ce rendez-vous que nous souhaitons annuel. Nous vous remercions tous et toutes, intervenants, de vous être intervenants et participants, d'avoir répondu présent à notre invitation pour ces 2 jours de réflexion, dont vous avez pu découvrir un petit peu le programme. Sophie Voinis vous en a redonné quelques éléments. Je ne vais donc pas revenir sur le détail, mais j'aimerais quand même vous dire quelques mots sur les choix qui nous ont guidés. Dans 1 an, le 23 juillet 2022, seront mis en place les dispositifs d'appui à la coordination prévus par la loi Organisation et transformation du système de santé, votée en 2019. Ils devront être une réalité sur chacun de nos territoires. Cette réforme majeure pour la coordination en santé s'accompagne aussi du déploiement des CPTS, l'apparition de nouveaux dispositifs comme les communautés 360 ou les SAS, et donc devra s'articuler, prendre toute sa forme dans un paysage de la coordination en mouvement. Il nous semble donc que c'est à présent la période idéale pour travailler ensemble sur les grandes problématiques auxquelles la coordination est confrontée et auxquelles tous ces dispositifs devront répondre ensemble. Pour ce faire, durant ces 2 jours, nous réfléchirons à la définition de la complexité, nous aurons des exemples d'outils de prise en charge, nous travaillerons à la caractérisation de cette complexité, nous nous inspirerons d'initiatives passées et à venir, et nous verrons où nous en sommes en France et en Occitanie, avec la présence du président de la Fédération nationale et de l'ARS Occitanie qui viendront clôturer cet événement. La crise que nous vivons nous a également amené à retenir des thèmes plus particuliers pour les tables rondes. On les a un petit peu évoqués, mais il nous semble que c'est des enjeux majeurs pour la coordination, que ce soit la santé mentale des jeunes, qui a été dit, l'entrée et la sortie d'hospitalisation et toute l'articulation qui va avec entre la ville et l'hôpital, et puis l'appui aux professionnels libéraux, qui est un des objectifs majeurs du DAC. Avant de démarrer pour de bon et de laisser la place aux intervenants et aux travaux, je voudrais adresser quand même encore quelques remerciements pour nos partenaires. Merci à Filieris qui a renouvelé son partenariat avec nous et qui nous avait déjà unis sur la première édition. Merci à ESPI Média et au Concours Médical pour votre soutien dans la promotion de cet événement. Merci à la FORMS, la Fédération des maisons de santé, la FNEAD pour l'hospitalisation à domicile, les URPS médecins libéraux, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes qui ont participé au comité organisateur aux côtés de France Asso Santé, qui nous rejoindra d'ailleurs pour cette matinée, au Conseil régional de l'Ordre des médecins, à la Fédération hospitalière française, au MAIA, à la SIAC, qui ont tous participé et apporté leurs réflexions dans la construction de cet événement pour en faire quelque chose à l'image de la coordination, c'est-à-dire le reflet des différences d'approche, de pratiques interdisciplinaires qui est nécessaire à une prise en charge coordonnée. Merci enfin à l'ARS Occitanie pour son soutien à Réseau Occitanie, sa participation à cet événement. J'aimerais également adresser un remerciement particulier au nom de Jacques Martini à Béatrice Lenir qui était à sa place il y a 2 ans pour la première édition pour ouvrir cette 2e édition et qui nous suit de chez elle aujourd'hui en tant que présidente d'honneur. Enfin,
un grand merci à toute l'équipe de la Fédération Réseau Occitanie, en particulier à Vanessa Koch pour l'organisation de l'événement, pour l'investissement de tous, pour que cette université, vous allez le voir, soit une réussite tout au long de ces 2 jours. Nous espérons que ces 2 jours vous enrichiront, viendront ouvrir des réflexions et nourrir vos démarches dans chacun de vos territoires. Et pour ouvrir nos travaux, j'ai le plaisir de passer la parole à M. Vincent Boun, vice-président de la région Occitanie en charge de la santé, qui nous a fait l'honneur d'avoir accepté d'ouvrir nos travaux. Merci à vous et à la région d'être présents, et nous le savons, de porter une vision ambitieuse pour la santé en Occitanie. Bons travaux à tous et bons 2 jours. Merci beaucoup Boris et on salue le président Martini qu'on aura, j'en suis sûre, le plaisir d'accueillir en présentiel l'année prochaine. Merci Boris. Et effectivement, je passe la parole tout de suite au vice-président de la région Occitanie en charge de la santé. Merci d'être là, monsieur Vincent Boun, c'est à vous. Merci beaucoup. Et donc je vais remercier moi aussi le président de m'avoir invité. À triple raison, on va dire, d'avoir invité le médecin, hein, puisque je suis moi aussi professionnel de santé. Avoir invité l'universitaire, hein, puisque c'est une magnifique université dans laquelle nous sommes accueillis. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis enseignant à l'université donc de Toulouse. Et c'est avec grand plaisir que je viens à Albi. Et puis d'avoir invité aussi le Tarnais, puisque je suis Tarnais. Et donc c'est toujours plus facile de faire des congrès à la maison. Et là vraiment, je vous remercie d'apporter un peu de science et de comment dirais-je, de dynamisme dans ce beau département du Tarn. Voilà. Pour faire bref, donc je vais essayer, on m'a demandé un petit peu de parler de ce que fait ou de ce que va faire la région pour la santé. Donc vous le savez, hein, Carole Delga, qui est donc nouvellement réélue présidente de région, a souhaité faire un geste assez fort sur la santé, a souhaité donc nommer un vice-président santé, dont j'ai eu l'honneur d'être choisi, et puis d'investir à peu près 1 milliard d'euros dans la santé sur le mandat. Voilà. C'est un budget qui est assez conséquent et qui augmente bien sûr de 50% par rapport au budget précédent. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la plus grosse augmentation des budgets régions, bien évidemment. On va dire cette aide très volontaire de la région, elle s'appuie sur des réalités, elle s'appuie notamment sur la nécessité de travailler en réseau coordonné, et vous allez le souligner, vous l'avez souligné, vous allez le souligner pendant plusieurs jours. Je crois que le travail en coordination, en réseau de santé était un vœu pieux. C'est maintenant une nécessité, je dirais une obligation. Et à ce titre, je vous remercie de mener ces travaux avec ce programme si intéressant, je crois, en tout cas pour tous les professionnels de santé qui vous écoutent. Donc, la région va continuer en fait à appuyer et à soutenir les professionnels de santé partout sur le territoire de l'Occitanie. En particulier, un des points qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'aide à l'installation, l'aide à l'installation des jeunes professionnels de santé. Vous savez que la région est très active et finance en particulier toutes les maisons de santé pluriprofessionnelles. On va bien sûr continuer et amplifier cette action. Et j'ai parlé de jeunesse, je crois que pour moi c'est vraiment l'avenir, ça fait partie là aussi des priorités de la région. On va mettre le paquet sur les jeunes professionnels de santé, leur formation et puis leur intégration dans les réseaux existants, leur acclimatation et je dirais leur acculturation à la santé en Occitanie. D'abord au travers des formations sanitaires et sociales, dont vous savez qu'elles sont portées par la région, et puis on va travailler en lien avec le ministère sur le numerus clausus ou apertus, je ne sais plus trop, mais il faut clairement plus de professionnels de santé. La crise actuelle l'a bien montré, on est en déficit, clairement, de médecins, d'infirmiers, mais également de sages-femmes, de dentistes, etc., etc. Je crois qu'on a besoin de retrouver clairement des professionnels de santé en nombre dynamique sur le territoire. Ce en quoi nous allons également investir sont l'aide à l'installation vis-à-vis des stages des jeunes professionnels de santé. Et donc, un jeune professionnel de santé qui voudra faire un stage dans un cabinet reculé de la Lozère ou du Tarn, par exemple, se verra aidé pour son logement et son trajet. Ce qui permettra, je l'espère en tout cas, d'investir les jeunes dans les territoires, de les ancrer dans les territoires. Voilà. Un des gros objectifs de la région, bien sûr en complément de l'existant et non pas en remplacement, est d'investir sur les centres de santé. Et nous avons prévu d'embaucher 200 professionnels de santé sous un régime salarié. Bien sûr, en lien avec les professionnels du territoire, mais également les représentants des organisations syndicales qui sont
assez moteurs, bien sûr, dans le sujet, et donc des jeunes médecins, des jeunes infirmiers, qui peut-être des sages-femmes que nous allons mettre dans des centres de santé. Et puis, le schéma serait incomplet si je ne parlais pas évidemment de recherche dans ce temple de la recherche et du savoir. Nous allons lancer des appels d'offres thématiques en santé, dont coordination des soins, de la même manière qu'il y a des appels d'offres nationaux, interrégionaux. On va essayer donc, via la région, de financer des projets innovants en coordination de santé, voilà, sur le mandat, ce qui nous permettra, je l'espère, de pouvoir aider les professionnels à développer leurs idées et à développer leur talent, je dirais. Voilà. J'avais dit en introduction que la coordination des soins, c'était une nécessité ou une obligation. C'est pas tout à fait vrai. Je pense que c'est maintenant la norme, en fait, et c'est une habitude. Et je crois que grâce à des actions comme la vôtre, il est clair que dans quelques années, plus aucune, on va dire, prise en charge ne se fera sans cette richesse qu'apporte la pluridisciplinarité et la communication au travers de ces thématiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Vincent Boune pour votre intervention. Je vous propose qu'on ouvre tout de suite notre plénière de la matinée avec une première thématique, le patient en situation complexe et sa prise en charge. Et pour accueillir nos deux premiers intervenants de la matinée que sont le docteur Nicolas Perronne, médecin associé aux hôpitaux universitaires de Genève qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin, et le docteur Corbillon qu'on rejoindra tout de suite après la pause, qui est chef de projet au service des bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, qu'on rejoindra en distanciel depuis Paris. J'aimerais passer la parole à Hervé Pingot qui est à mes côtés. Bonjour, vous êtes professeur des universités. Bonjour. Vous êtes expert en génie industriel. Vous travaillez depuis plus de 10 ans dans le domaine de la santé, au service de prévention et de soins, et plus particulièrement dans le domaine de la transformation numérique du système de santé. Vous avez souhaité faire un petit mot d'accueil pour ces deux premiers intervenants de la matinée que vous avez personnellement sollicités. Oui, c'est bien évidemment une relation entre universitaires qui nous a permis d'inviter le docteur Nicolas Perronne à faire cette conférence d'ouverture. Je voudrais saluer toutes celles et tous ceux qui sont connectés aujourd'hui et qui ont un intérêt pour ce sujet. Je rappelle que les deux mots-clés, c'est complexité et systémique. Et il nous a semblé que Nicolas Perronne était tout à fait en mesure de nous éclairer sur ce sujet, pensant personnellement que la Suisse a une petite longueur d'avance dans le canton de Genève sur ce sujet, mais on va en rediscuter pendant ces journées. Et ce contact, c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement, c'est hier, mais en fait, par nos publications, nous avons échangé sur nos points de vue depuis quelques temps. Et je dois avouer que depuis 2018, nous travaillons ici à l'INU Champollion sur cette problématique de la complexité de la situation du patient. Et que dans les revues bibliographiques que nous avons fait, il y a eu, je dirais, deux écrits majeurs qui nous ont impactés. Un ouvrage écrit par les Américains de Carnegie Mellon sur la complexité du système de santé, avec une vision qui est très ancrée dans le modèle américain, donc qui n'était pas forcément appropriée pour notre modèle social ici en France. Et puis les écrits de l'équipe de Prism, qui sont alors complètement en phase avec ce qu'on vit et ce qu'on souhaiterait développer. Et Nicolas Perronne est enseignant-chercheur chargé de mission à la faculté de médecine de Genève. Il a un long passé en médecine tropicale. Il a une carrière internationale qu'il a fait passer par le Sénégal, par la Bosnie-Herzégovine, avant de revenir s'occuper des Suisses, comme il dit, mais toujours avec cette originalité de le faire sur des patients complexes. Et c'est en qualité aussi de directeur médical de l'association Prism qui porte ce sujet dans le canton de Genève, qu'il va nous expliquer un petit peu ce que sont ces travaux. Donc je suis très 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 heureux de l'accueillir aujourd'hui. Je suis impatient de suivre sa présentation et j'espère que toutes et tous vous allez interagir avec lui pour profiter de son savoir et de son expérience. Merci Nicolas et je vous cède la parole.
Merci beaucoup Hervé Pingot pour cette introduction. Donc vous l'avez dit, le docteur Nicolas Perron est médecin associé aux hôpitaux universitaires de Genève, spécialisé en médecine interne. Vous enseignez à la faculté de médecine et puis vous êtes praticien également. Vous allez ouvrir cette session, cher docteur Perron, avec des travaux menés à Genève sur le patient complexe et sa prise en charge, on l'a compris. Vous allez nous apporter votre éclairage sur plusieurs angles que sont la caractérisation de la situation, le processus de prise en charge, le soutien numérique et puis surtout cette dynamique d'équipe et le rôle du patient et de son entourage. Je précise, avant de vous laisser la parole, comme je l'ai dit en préambule, que vous aurez l'occasion et l'opportunité d'interpeller le docteur Perron à l'issue de sa présentation en lui adressant vos questions le plus synthétiquement possible via notre chat. À tout de suite et je vous laisse la parole, docteur Perron. Merci. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier le professeur Pingot et l'équipe d'organisation de m'avoir invité aujourd'hui ici à cet événement. C'est un privilège et aussi un plaisir de découvrir cette belle ville d'Albi. Donc ma présentation, je ne sais pas si on peut immédiatement avoir les diapos, ou bien ils sont déjà... Voilà. Voilà. Alors, on va voir si ça fonctionne. Donc le plan de présentation, hop là. Il y a une animation qui démarre. Ce sont les aléas du direct. Hein. Ouais. Je crois qu'il faut désactiver le déroulement automatique des diapos si vous arrivez. Donc, elle se fait en plusieurs parties. Je vais commencer par vous brosser le tableau d'une situation complexe que j'ai anonymisée pour vous faire comprendre un petit peu le contexte ambulatoire et la réponse du système. Ensuite, on va voir en fait les différentes démarches pour une équipe interprofessionnelle, toujours en suivant cette vignette clinique. Après, on va explorer les différents défis de la mise en place d'une équipe interprofessionnelle qui, en fait, sont un peu génériques, en fait, pas spécifiques à cette patiente, mais qui sont génériques à toute équipe, probablement avec des liens assez forts, puisque finalement, notre système de santé est assez proche du vôtre. En point 4, je vais vous parler de notre analyse médico-économique et qualitative que nous menons actuellement depuis 2020, qui vise à explorer cette dynamique, cette intervention interprofessionnelle. Finalement, un mot sur le vécu d'un patient et d'un proche, puis finalement des perspectives futures. Voilà. Alors, ça fait rien, c'est l'animation qui ne fonctionne pas. Dérouler. Alors, ça fait rien, je vais quand même vous... ouais, donc c'est pas grave. Donc, Madame Favre est une patiente, donc c'est pas son vrai nom, mais une patiente, en fait, qui a été suivie par des collègues et qui a des troubles cognitifs, qui est une personne qui est âgée, un diabète, et qui, malheureusement, récemment, a perdu son mari. Donc jusqu'à présent, son mari était le proche aidant en fait, qui s'occupait de toutes les interventions, qui s'occupait de gérer ses médicaments, qui s'occupait de l'amener à son médecin traitant. Et depuis le décès de son mari, évidemment, tout s'écroule et la patiente a même de la peine à voir son médecin traitant. Finalement, elle se rend à son cabinet. Donc ici, je ne peux pas même vous monter sur le pointeur, c'est la partie du haut. Et le médecin traitant constate effectivement qu'elle est confuse et envoie un fax à l'infirmière à domicile pour la solliciter pour qu'elle fasse une évaluation. L'infirmière à domicile constate effectivement qu'il y a un problème avec les médicaments. Elle installe un semainier et elle appelle la voisine qui est la proche aidante de la patiente pour lui demander de surveiller un peu Madame Favre. Entre deux, son fils en Italie appelle sa mère et constate qu'elle est confuse, elle est désorientée. Il envoie un textos à la voisine pour lui faire part de ses inquiétudes. Entre deux, l'infirmière à domicile retourne voir Madame Favre, elle constate une lésion sur le pied, elle appelle le médecin traitant qui lui dit qu'il faut directement aller consulter son diabétologue. Un rendez-vous qui est pris finalement assez tardivement, à la suite de quoi, en fait, le diabétologue constate l'évolution du
probable d'un mal perforant plantaire qui va justifier une hospitalisation. Alors, sur l'animation, sur la gauche, vous ne l'avez pas vu parce que les dias ne sont pas animés. Vous voyez une série de médias sur lesquels ces différents professionnels saisissent leur information. D'accord ? Et ces médias ne sont pas interopérables. Dès lors, en fait, la communication entre ces différents intervenants devient difficile. D'accord ? Et la situation devient un peu chaotique. Voilà, ça c'est Madame Favre. J'ai toujours pas d'animation, ça fait rien. Donc sur la gauche, vous avez Madame Favre avec la ligne de vie, c'est le temps, c'est la ligne verte qui se déroule. Toutes les consultations se déroulaient en présence de son mari, l'infirmière à domicile faisait ses soins, tout allait bien jusqu'au décès de l'époux. Et à ce moment-là, tout se dégrade, la situation devient chaotique et jusqu'à l'hospitalisation en milieu hospitalier. Alors, est-ce qu'on aurait pu imaginer un scénario différent? Donc de nouveau, en fait, ici, vous avez la même situation. Au décès de l'époux, en fait, l'équipe pourrait se réunir. L'équipe, donc on parle d'équipe, on parle du médecin, de l'infirmière, donc les intervenants qui gravitent autour de cette patiente, l'approche, donc la voisine, éventuellement le fils et peut-être le diabétologue. Puis, donc, lors de cette réunion interprofessionnelle, les différentes personnes avec la patiente échangent leurs évaluations, leurs espoirs, leurs peurs, leurs craintes, pour pouvoir élaborer des objectifs de prise en charge, donc un plan de soins qui sera partagé au niveau de l'équipe. Donc, en brun, vous voyez par la suite la formalisation de ce plan de soins permet à tous les intervenants par la suite de voir la patiente et de prendre en considération ce qui a été décidé en équipe. Ce qui nous permet de créer une cohésion dans le suivi et ultérieurement d'éviter les événements indésirables que, par exemple, les hospitalisations ou les séjours dans les urgences. Donc pour cette Madame Favre, donc dans la dynamique interprofessionnelle, mais de nouveau c'est générique, quelles sont les étapes? Donc en premier lieu, vous devez créer une équipe interprofessionnelle, c'est-à-dire de différentes professions, et vous devez déterminer qui sont ces intervenants. Le point essentiel ici à considérer, c'est qu'il n'y a pas d'équipe stable en fait. Vous avez cette équipe, elle est à géométrie variable, elle est en fonction de la situation du patient, elle est en fonction des intervenants, de leur disponibilité. Donc vous devez créer cette équipe en tenant compte de ces attributs. Vous devez aussi tenir compte du fait que la patiente peut-être veut ou pas un intervenant autour d'une table pour discuter de points, on va dire, sensibles. Donc vous devez aussi faire monter à bord la patiente quant au choix de cette équipe. Ensuite, une fois que l'équipe est formée, donc le point 2, la réunion interprofessionnelle peut se faire. Et là, évidemment, en présentiel. Donc en présentiel, évidemment, c'est difficile avec la pandémie actuelle, mais c'est un point qui est extrêmement important parce que durant cette réunion, les gens apprennent à se connaître. Ils apprennent à connaître les compétences et les rôles de chacun. Et ça crée en fait cette alchimie, on va dire, de l'interprofessionnalité, la confiance qui permettra d'établir des objectifs de soins et de se répartir les tâches entre les différents professionnels, le patient, la patiente en l'occurrence, et l'approche. Ils vont aussi nommer une coordinatrice. Là, en l'occurrence, ce sera l'infirmière à domicile, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et ils vont faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, assurer un suivi qui est en cohésion avec ce plan de soins. Alors, quels sont les défis pour cette équipe, pour la dynamique d'équipe, pour cette patiente, pour cette équipe, mais aussi en général? Ils sont nombreux. Peut-être vous allez retrouver... voilà. Vous allez retrouver certains de... Ah, ben voilà, j'ai une animation. Super, merci beaucoup. Vous allez retrouver certains de ces défis puisque finalement, on fait face aux mêmes problématiques. Le premier défi, c'est un défi thérapeutique, un défi institutionnel, je vais vous expliquer tout à l'heure, un défi de financement, un défi technologique, ou des défis technologiques,
et finalement le défi du savoir-faire ou de la gestion du changement. Défi thérapeutique. Donc, il faut savoir qu'un patient complexe, un patient en situation complexe, c'est un échec thérapeutique pour le médecin, pour l'infirmière, pour la voisine, pour le fils. Et cet échec thérapeutique est stigmatisant, ce qui fait que le professionnel aura de la peine à mettre sur la table cette patiente ou cette situation en disant, voilà, on doit effectivement mettre en place une dynamique d'équipe parce qu'on a un échec thérapeutique. C'est aussi un défi puisque, comme vous imaginez, quand vous prenez en charge un patient avec une maladie, par exemple le diabète, vous pouvez utiliser les recommandations qui font partie des preuves, donc des évidences, et vous pouvez mettre en place ces recommandations. Dès lors que vous avez un patient qui cumule plusieurs maladies chroniques, donc la multimorbidité, ces différentes maladies interagissent les unes avec les autres et rendent ces recommandations difficiles, voire impossibles à appliquer, et parfois même délétères. D'accord ? Donc en fait, ici, vous devrez alors élaborer une prise en charge différente qui ne suivra pas forcément les recommandations. Si on prend une métaphore vestimentaire, on va dire le patient qui est monomorbide, il aura du prêt-à-porter, et le patient qui est plurimorbide ou multimorbide va avoir du sur-mesure. On a aussi des défis par rapport à la perte de contact. Très souvent, le patient, vous ne le voyez plus, vous ne savez plus ce qui se passe. Les dimensions socio-environnementales qui sont, on va dire, majeures dans la complexité, et c'est des éléments sur lesquels les intervenants de la santé ont de la peine à influer. Et finalement, l'épuisement des professionnels, l'épuisement du proche, l'épuisement du fils. Donc comment soutenir ces prestataires, comment soutenir cette équipe à long terme pour continuer un suivi? Un autre défi, et là je pense qu'en Suisse comme en France, on fait face au même problème, c'est que ces différents professionnels ont des gouvernances séparées. Donc le médecin traitant, il est le directeur de sa propre pratique, le spécialiste également. Si vous avez une infirmière à domicile, qu'elle soit indépendante ou employée par une institution, on aura une troisième direction, etc., pour l'hôpital et pour la pharmacie. Donc comment est-ce que vous pouvez faire qu'une équipe ait une gouvernance qui chapeaute, pour cette prise en charge? On a des éléments de réponse, en fait, avec des changements, on va dire, au niveau des lois qui permettent à faire en sorte qu'une équipe puisse être reconnue comme étant toute puissante pour gérer une situation complexe. Défi de financement. Santé Suisse, c'est probablement l'équivalent de la sécurité sociale ici en France. Demande des comptes aux médecins, mais pas seulement aux médecins, aussi aux infirmières. Ils vont immédiatement visualiser le patient complexe puisqu'il va consommer beaucoup de ressources. Donc, ils vont lui demander des comptes. Par ailleurs, les assurances, puisqu'on en a beaucoup en Suisse, on en a en tout cas une quinzaine différentes, ne comprennent pas forcément ce que c'est la complexité et les enjeux de la coordination. Les prestations en fait, de coordination de soins, qui sont la plupart du temps en l'absence du patient, sont difficiles à rembourser en Suisse. Donc les soignants sont freinés par cette culture de justification des prestations. Et on est en train d'explorer justement des modèles alternes pour financer ces patients complexes, avec une loi qui vient d'être mise en place, qui propose des forfaits pour le suivi des patients en situation complexe. Défi technologique, alors là, vous l'avez vu tout à l'heure, les fax, les dossiers papier, la retranscription manuelle du plan de traitement, les diagnostics. Donc en fait, chacun sur son média, quand vous avez la chance d'avoir un professionnel qui est sur un dossier informatisé, ce dossier ne va pas communiquer avec le dossier de son collègue parce qu'il y a des problèmes d'interopérabilité. On a par ailleurs aussi des problèmes de nomenclature. Chacun utilise sa nomenclature et elles ne sont pas interopérables. Donc ces outils électroniques pour le suivi en équipe sont indispensables. Ils sont indispensables et là, en fait, on a probablement quelques années de retard sur la France. Donc de nouveau, une loi sur la cybersanté qui date de 2018, qui va imposer aux
au système d'information électronique de devenir interopérable, d'utiliser des nomenclatures qui sont approuvées au niveau fédéral pour permettre le transfert d'informations. Le renforcement du patient et du proche, donc on dit toujours que le patient est au centre, on dit que le patient est en dessus, à l'intérieur. C'est souvent un leitmotiv et ça ne se traduit pas dans les faits. Donc comment dans une équipe interprofessionnelle on peut renforcer le patient et le proche? Ici je vous montre un petit diagramme qui est tiré d'un institut en fait nord-américain qui gère des patients âgés complexes et ils mettent le patient au centre. Vous voyez, c'est cette figurine en rose. Donc le patient est au centre. Puis vous voyez aussi, ce que j'aime bien, c'est cette hiérarchie horizontale. Donc le patient ou l'approche devient un membre à part entière de l'équipe. Donc vous me direz, oui, mais le patient complexe, souvent âgé, avec troubles cognitifs, pourtant, même dans ce cas-là, on arrive toujours à en comprendre, à reconnaître et intégrer ses priorités dans le plan de soins. On arrive aussi à intégrer les objectifs, c'est-à-dire les objectifs qui sont pris de manière partagée. Et là, ce n'est pas les décisions qui sont partagées, mais c'est la prise qui est partagée des décisions. Et finalement, à mobiliser aussi les ressources de la société civile qui sont extrêmement importantes pour renforcer ce patient et son proche. Voilà, donc en fait, les différentes composantes qu'on va survoler, quand on dit donc le savoir-faire pour réaliser une équipe interprofessionnelle, la première chose qu'on nous dit, mais qui sera le chef de l'équipe? Alors après, la réponse, évidemment, c'est le médecin. Eh bien, dans notre modèle, en fait, on a établi un leadership d'équipe, c'est-à-dire que ce n'est pas un intervenant qui est le chef. Donc, qu'on se comprenne bien, donc chacun des intervenants a son métier et ses responsabilités. Le médecin continue à être le chef de la prescription et du traitement ou des examens. Mais, si vous voulez, quand il s'agit de décider en équipe, vous décidez de manière consensuelle. Vous faites des réunions d'équipe, comme j'ai dit, idéalement la première en tous les cas, pour permettre l'interprofessionnalité. Vous les faites en présentiel. Par la suite, vous pouvez les faire de manière distancielle. Pourquoi pas. Le prise partagée de décision, on a déjà dit. Le plan de soins partagé, qui va permettre de formaliser les décisions. La coordination qui est essentielle et qui devrait être attribuée à quelqu'un. Et finalement, le système d'information. Ce qu'on a constaté, à minima, ce serait d'avoir un plan de soins partagé électronique qui circule entre les plateformes. Voilà, j'arrive donc à la partie de l'analyse médico-économique et qualitative. C'est une analyse qu'on mène maintenant depuis 2020. On a lancé cette analyse parce que, en fait, si vous voulez, notre projet de faisabilité de la mise en place de l'équipe interprofessionnelle a duré plusieurs années, à la suite de quoi on a pu voir effectivement que l'équipe interprofessionnelle a une valeur ajoutée, on va dire, a une utilité pour suivre le patient en situation complexe. On a pu voir aussi que le degré de satisfaction était important tant au niveau du patient qu'au niveau des professionnels. On a pu voir aussi qu'on arrivait à diminuer les événements indésirables, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc les séjours aux urgences ou les séjours hospitaliers. Et, plus intéressant, en fait, on a pu aussi voir que les séjours hospitaliers étaient moins longs, puisque l'équipe interprofessionnelle, une fois qu'elle est constituée, qu'elle est connue, permet la sortie de l'hôpital plus rapide. Alors évidemment, on nous a dit, vous l'avez vu, mais prouvez-nous que c'est vrai. Donc on a lancé cette analyse médico-économique avec les quatre questions suivantes. En premier lieu, comment identifier le patient complexe en sachant qu'on n'a pas de score, il n'y a pas de définition de la complexité. La deuxième question, comment s'assurer que le patient complexe est bien pris en charge en équipe? Est-ce que cette équipe rend la prise en charge moins difficile? Et finalement, quel impact sur l'utilisation des ressources, donc sur l'économicité? Alors, puisque l'animation fonctionne à nouveau, c'est bien. Donc en fait,
peut-être la partie la plus difficile, c'était de définir la complexité. Puis peut-être, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remonter un petit peu le temps, puis vous parler des différents travaux. Donc, au tout départ, en fait, la complexité était définie par la multimorbidité, en disant que finalement, un patient, dès lors qu'il cumule plusieurs maladies, que ces maladies interagissent les unes avec les autres, on a des propriétés émergentes et dès lors, le patient devient complexe. Très rapidement, ils ont dit oui, mais les maladies, mais le patient a d'autres caractéristiques, son âge, ses valeurs, ses préférences, et ces différents éléments étaient intégrés. D'autres auteurs nous ont dit considérer aussi l'environnement social, familial, parce qu'effectivement, dans une situation complexe, cet élément est essentiel. Donc des auteurs m'ont suggéré à ce moment-là, est-ce que c'est le patient, la situation qui est complexe, ou est-ce que ce sont les besoins du patient qui sont complexes? D'autres papiers mettent en avant en fait le système de santé et les éléments de complexité qui sont inhérents au système de santé. Par exemple, vous pouvez imaginer que dès lors que le patient a plusieurs maladies, il y aura plusieurs professionnels, peut-être plusieurs médecins, et la multitude des professionnels rend les services complexes. Vous avez aussi, on va dire, la communauté, l'accès, qui peut influencer sur les services. Tout autour de ça, vous avez des facteurs, on va dire, plus macro, donc des facteurs économiques, la pandémie actuellement qui a pesé très lourd sur le suivi des patients complexes, la santé populationnelle, les inégalités, la recherche, la politique de santé. Ça, ce sont des facteurs qui sont plus macro, qui gravitent autour de ces deux, on va dire, dimensions. Alors, ce qui nous a bien plu, c'est une proposition de l'Agence américaine pour la recherche et la qualité, qui nous a dit, et si on considérait la complexité dans l'interface, en fait, entre les besoins des patients et la réponse du système, en nous disant, en fait, finalement, que cette complexité, c'est la non-réponse, ou la discrépance, la non-réponse du système ou des services de santé pour les besoins spécifiques du patient. Alors ça nous a tout de suite plu, puisqu'on a vu un moyen pour rendre opérationnel cet écart pour notre analyse médico-économique. Alors ici, on a compilé avec différents outils qui sont validés, utilisés, toutes les caractéristiques qui nous paraissaient pertinentes pour explorer la complexité de situation de patients. Donc vous en avez 37. Puis vous voyez, je les ai réunis. Ici, vous avez le patient, en fait, son âge. Ensuite, vous avez ses dépendances aux activités instrumentales, non instrumentales, son degré de littératie. Vous avez, dans le deuxième partie, vous avez les aspects, on va dire, plus médicaux, donc le nombre de comorbidités, les médicaments, les aspects de santé mentale qui sont des facteurs de complexité qui sont extrêmement importants. Ensuite, vous avez, on va dire, la dimension socio-économique, les acteurs, comme je vous ai dit précédemment, une multitude ou bien l'absence, et les interactions de ces acteurs, puis finalement l'homéostasie ou bien l'équilibre, en fait, ou les changements de l'équilibre. Donc pour notre patiente, Madame Favre, si je demandais au médecin traitant et à l'infirmière de cocher quelles sont les caractéristiques de complexité, voilà. Donc vous en avez 12 qui se sont allumées, d'accord. Puis donc vous pouvez les voir. Et la deuxième question qu'on leur pose, mais parmi toutes ces caractéristiques, finalement, lesquelles rendent la prise en charge difficile et complexe? Donc justement, ce que je vous ai montré sur le diapo précédent, cet écart. Puis là, on voit que sur les 12, il y en a 9 qui restent allumés. Et la question, donc la troisième question qu'on leur pose, c'est dès lors, en considérant ces points de difficulté, est-ce que vous pensez qu'une équipe interprofessionnelle est pertinente et est-ce que vous voulez la lancer? D'accord? Donc ça, c'est comme ça qu'on mène notre analyse. Si la réponse est oui, à ce moment-là, l'équipe est en fait composée et mise et implantée. Ici, c'est le questionnaire comme il est utilisé auprès du médecin, de l'infirmière, l'assistante sociale. Donc on a repris ici, je vous ai montré juste 4 des 37 caractéristiques. Et le point ici, c'est que finalement, en vert, vous posez la question au moment au temps zéro, c'est-à-dire au moment
où vous voyez le médecin avant qu'il y ait l'équipe, en lui demandant est-ce que la caractéristique est présente, est-ce qu'elle influe sur la difficulté de la prise en charge, et vous répétez ce questionnaire à 12 mois. L'idée est de voir si la caractéristique de complexité est toujours présente, et si c'est le cas, est-ce que c'est devenu plus difficile ou moins difficile pour la prise en charge. Voilà, première partie. Voilà. Hop. La deuxième partie, c'est le questionnaire pour la prise en charge interprofessionnelle. Donc ici, même dynamique, sauf que le questionnaire se fait avec un enregistrement audio. On a compilé avec, à l'aide d'une série de professionnels du canton de Genève, en fait, tous les éléments qu'ils ont jugés nécessaires à la prise en charge interprofessionnelle. On en a retenu 38. Et sur ces 38, à l'aide d'un focus group et ensuite de 2 tours façon Delphi, de questionnaire Delphi, on en a retenu 18 pour lesquels on avait 80% en fait, d'assentiment. Ici, je vais peut-être vous montrer. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le premier élément, c'est une phrase que vous allez lire aux professionnels. Avec cette patiente, les proches et les professionnels, nous partageons la vision globale et la continuité de son parcours de vie. Là, le professionnel doit nous dire, sur une échelle analogique de 0 à 10, quel est le chiffre. Donc s'il nous dit 6 sur 10, on lui demande de faire un commentaire et de nous expliquer pourquoi il a mis cette note. Donc il y a différents éléments par rapport à la coordination, par rapport au partage de décisions, etc. Et de nouveau, comme pour la complexité, on répète cette analyse à 12 mois d'implantation de l'équipe pour voir si effectivement l'équipe est montée en puissance et a intégré ces différents paramètres. La troisième partie, c'est la satisfaction des patients et des proches. Donc là, on a utilisé des éléments, on va dire des phrases un peu plus simples à comprendre, puisqu'on s'est rendu compte que, évidemment, le patient et le proche ne sont pas dans le domaine de la santé, ils ont de la peine à comprendre. Mais si vous voulez, c'est les mêmes cibles qui sont explorées. Avec cette fois une échelle que peut-être vous connaissez, c'est l'échelle de la douleur, c'est la petite réglette de la douleur qui permet au patient de faire bouger le curseur, puis vous pouvez mettre un chiffre en dessous. Ensuite, on leur demande un commentaire à chaque fois. Et ce commentaire fait partie de l'analyse qualitative en fait, de l'interprofessionnalité. Finalement et brièvement, les mesures de l'économicité. Alors là, on demande au patient son accord, on contacte l'assurance et on demande d'avoir toutes les prestations à la charge de l'assurance qui ont été remboursées pour une période de 12 mois avant la mise en place de l'équipe et 12 mois pendant la prise en charge de l'équipe, en espérant effectivement qu'on voit des changements en termes d'utilisation des prestations tant hospitalières qu'au niveau de l'ambulatoire. Le vécu d'un patient et de son équipe. Je suis toujours dans les temps. Je vous ai extrait 2 phrases de notre verbatim. Donc, on est en train de réaliser cette étude qualitative. Ici, je vous lis peut-être. Dans certains cas, tu as le médecin qui est au centre et les patients autour, mais en fait, c'est le patient qui est le centre. Le médecin et le corps médical gravitent autour. C'est là qu'on se trouve maintenant, c'est génial. Je peux le recommander à tout le monde. Mais effectivement, ça n'a pas toujours été comme ça. Puis une autre phrase, cette équipe est maintenant formée par des gens qui écoutent, et moi, je dis franchement, à tous les proches aidants du monde, quand on se retrouve tout seul, c'est affreux. Et rien que le fait d'avoir un médecin qui écoute, le patient qui comprend, ça vous enlève un poids énorme. Je ne parle pas seulement du médecin, mais vous avez aussi l'infirmière. C'est un poids énorme pour le patient et le proche aidant. Voilà, donc c'est ce genre de phrase qu'on essaye ensuite d'analyser et de visibiliser. Les perspectives. Donc, jusqu'à ce présent, donc on se trouve dans une analyse, on va dire, médico-économique, et vous allez me dire à quoi bon. Donc, en fait, on a soumis, donc notre maison de santé, là où je travaille, a soumis au ministère de la Santé du canton un projet avec un budget qui est un projet d'implantation du suivi interprofessionnel des patients complexes. Ce projet a été approuvé, et le budget aussi, donc avec quelques activités que je vais vous résumé ici. Donc, il s'agit d'un registre d'un collectif de 60 patients complexes.
On a ajusté le système de facturation parce qu'évidemment, on ne peut plus utiliser le système de facturation standard. On a fait monter à bord l'assistante médicale. Elle suit un brevet qui est fédéral de coordination en médecine ambulatoire. Pour tous ces patients, en fait, on fait un plan de soins partagé, des réunions interprofessionnelles, un suivi interprofessionnel. Évidemment, on exécute aussi les différents questionnaires que je vous ai montrés tout à l'heure, puisque le ministère de la Santé est très intéressé à voir dans quelle mesure on a réussi à modifier le fil de vie de ces patients. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Dr Perron, pour cette présentation très claire, vraiment très synthétique. Merci. Donc, vous pouvez commencer à nous adresser vos questions. Il y en a déjà une qui est arrivée sur le chat qui est mis à votre disposition. Je voudrais peut-être une réaction, Hervé Pingot, aux propos et à la présentation de Nicolas Perron. Oui, merci Nicolas pour cette présentation. Effectivement, je rejoins Sophie sur le fait que c'est très clair, très pédagogique. Je retrouve l'enseignant-chercheur avec tout son talent derrière cet exposé. Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de communautés de vision sur cette situation complexe entre nos deux pays. On n'appelle pas forcément les choses de la même façon, mais on les identifie, on les repère, on les caractérise, on les manipule un peu avec le même état d'esprit, en tout cas. Donc ça, c'est une confirmation. Je trouve que la présentation est un excellent lancement aussi pour tout ce qui va suivre. Je pense que Emmanuel Corbillon, qui a dû suivre ça, va rebondir probablement sur ce que vous avez dit. Je sais que les 2 ateliers que je vais co-animer cet après-midi, demain matin, sont exactement dans le tempo de l'analyse du cas de Madame Fabre. C'est Favreux. Hein, donc, je pense que c'est une preuve de cette communauté d'intérêt et d'esprit. Moi, j'ai des questions. Peut-être je peux m'autoriser, Sophie. Je crois que... alors, je suis d'accord, moi, sur cet écart entre besoins et services. Hein. C'est un élément clé, effectivement. Et ce modèle, il est fondamental. On va le cultiver, d'ailleurs, pendant les 2 journées. Mais je crois qu'une difficulté aussi réside dans la priorisation des besoins, d'accord, par rapport aux facteurs de complexité. Est-ce que le besoin est sur le champ sanitaire? Est-ce qu'il est sur le champ social? Est-ce qu'il est sur le comportement individuel et la relation à l'environnement? Et puis que de l'autre côté, les services, ils ne sont pas forcément toujours pertinents aussi, d'accord, vis-à-vis des mêmes facteurs. Donc vous verrez que dans l'atelier cet après-midi, on présente ça comme une balance, en disant d'un côté, le besoin peut peser et il est quelque part relié à l'échelle de complexité, et de l'autre côté, le service peut venir en contrepoids, et il est aussi relié à cette complexité. Est-ce que vous avez cette philosophie? Est-ce que cette balance pour vous, elle parle? Enfin, comment vous incarnez finalement ce rapport de force entre l'intensité des besoins et la pertinence des services vis-à-vis de la complexité? Je ne sais pas si ma question est claire. Tout à fait. Donc il y a 2 éléments. En premier lieu, quand on approche des collègues, médecins, infirmières, assistantes sociales, en fait, avec cette approche, on va dire, très systématique des éléments de complexité, ils se rendent compte, ah bah tiens, mais oui, mais il y a aussi cet élément, puis oui, il y a cet élément, puis après, on arrive dans les facteurs financiers ou sociaux, puis ils se rendent compte, en fait, ça leur permet de réaliser que finalement, la situation de cette patiente, en fait, est beaucoup plus complexe qu'il l'aurait imaginé. Donc simplement, déjà, c'est un petit effet, pas pédagogique, mais psychologique, que ces intervenants réalisent que finalement, en fait, il y a beaucoup de dimensions, il y a beaucoup de caractéristiques de complexité. Ils se rendent compte aussi qu'effectivement, il y a des dimensions pour lesquelles ils n'ont pas des leviers. D'accord. Et ils disent, mais ce serait tellement bien qu'on ait une assistante sociale qui soit autour de la table, qu'on puisse solliciter, qui puisse venir avec nous. Donc, dans le cadre de notre projet, on n'a pas des leviers politiques. Par ailleurs, à Genève, les communautés de pratique sont très conservatrices. Donc, on n'a pas imaginé pouvoir changer le système, mais plutôt de composer avec ce qu'on a. D'accord. Donc, par exemple, on n'a pas mis en place une case manager ou un case manager, ou je ne sais pas comment vous l'appelez ici, au gestionnaire de cas. On s'est dit, il faudra le trouver au sein des professionnels qui existent.
et qui gravitent déjà. Donc on a pris cette approche, c'est pas simplificateur, mais disons que c'était une approche de faisabilité. Probablement, par la suite, quand on aura réussi à faire la démonstration, on va dire, le politique va pouvoir mettre plus de services, plus d'outils, comme vous faites maintenant. J'ai entendu plein d'acronymes, mais j'ai compris l'idée. Vous avez des supports politiques avec des structures qui se mettent en place, et probablement ce sera la conséquence, on va dire, agréable. Alors, on a déjà beaucoup de questions, Dr Perron, qui arrivent sur le chat. Merci à vous de nous suivre encore une fois et de nous envoyer vos questions, notamment sur cette terminologie de leadership d'équipe qui interroge. Corinne Grenier vous remercie pour votre présentation, Dr Perron. Quelle est la place, le rôle du patient dans ce leadership d'équipe, justement ? Voilà, donc en fait, c'est une bonne question. Donc on a commencé par essayer d'explorer le leadership d'équipe avec l'Académie suisse des sciences médicales. On se retrouvait tous ensemble, puis on discutait autour d'une table ronde et tout le monde disait évidemment c'est le médecin, puisque c'est lui le chef, médico-légalement, il est responsable, c'est lui qui va faire face au procureur en cas de problème. Et on a dit oui, mais le problème c'est que le médecin, il a peu de temps à consacrer à ce genre d'activité. Donc, et finalement, l'analyse s'est un petit peu transformée dans le sens, finalement, on ne parle pas du leadership en tant que leader professionnel de mon rôle, c'est-à-dire le médecin reste le leader de son rôle de médecin, l'infirmière également, l'assistante sociale également, mais on parle de leadership de la cohésion d'équipe, donc uniquement les activités que l'équipe doit réaliser. Donc, la réunion, l'établissement, la formalisation d'un plan de soins, s'assurer que l'information circule, c'est ça la dimension de l'activité de l'équipe. Et si vous voulez, ce leadership d'équipe doit être discuté en consensus, en présence du patient et du proche, puisque le patient et le proche, comme je vous ai dit tout à l'heure, font aussi partie de l'équipe. Ce ne sont pas des professionnels, c'est pour ça que dans les phrases, vous avez vu, les professionnels, la patiente et le proche. D'accord ? C'est seulement comme ça qu'on arrive à mettre tous ces gens à niveau. Donc en fait, dans la mesure de ses moyens, puisque vous avez des patients Alzheimer avec des troubles cognitifs, vous aurez le proche aidant qui va être le représentant thérapeutique, puis qui va aider à prendre les décisions conjointement avec les autres professionnels. Alors, une question de Julie du réseau REPOP. J'imagine que l'équipe Interpro est différente pour chaque patient. Point d'interrogation. Combien de professionnels sont autour d'un patient en moyenne ? Et surtout, combien de situations gère chaque professionnel ? Se pose la question de la disponibilité des professionnels pour ces temps de coordination. Comment est-ce que ça s'organise finalement ? Oui, donc 2 points. Donc, si vous voulez, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'équipe est à géométrie variable. Vous avez des équipes qui sont constituées du médecin, de l'assistante médicale et du proche. Voilà, vous pouvez, à minima, ou du patient ou de la patiente. Puis vous pouvez imaginer des équipes qui sont plus grandes. Le problème, c'est qu'on parle du cercle primaire, c'est-à-dire des intervenants qui sont très proches du patient ou de la patiente, puis pour lequel en fait, le patient ou la patiente a une confiance, suffisamment confiance pour que tous les points, même les points difficiles, soient abordés. D'accord ? Donc en fait, si vous voulez, probablement ce nombre est restreint pour cette raison, mais aussi parce que vous ne pouvez pas solliciter trop de personnes, parce qu'une réunion de 60 minutes, vous la multipliez par 5, ça fait beaucoup de temps professionnel. D'accord ? Donc par rapport au temps perdu ou gagné, on s'est rendu compte qu'effectivement, vous devez investir un peu de temps en équipe pour regagner ce temps en cohésion. Puis vous êtes gagnant, parce que en fait, quand vous avez, comme pour cette Madame Favre, une équipe qui est fonctionnelle, vous allez dépenser beaucoup moins de temps à échanger les problématiques non résolues de la patiente. Donc avec le temps, la situation devient moins complexe, moins difficile, et vous avez plus de temps pour faire des choses différentes. Puis un autre point aussi qui est important pour les collègues médecins, c'est que finalement, en répartissant les tâches entre ces différents professionnels, ça vous permet de vous concentrer sur votre rôle de médecin plutôt que sur des rôles que vous n'êtes pas censé réaliser ou des activités que vous n'êtes pas censé faire. La prochaine question nous vient d'Angèle qui vous demande, Dr Perron, est-ce que vous avez mis en place l'éducation thérapeutique du patient ? C'est une démarche d'autonomie également et également un partage de décisions pour les patients et pour leur entourage. Oui, tout à fait. Donc, de nouveau, quand vous avez la chance d'avoir un professionnel
qui est versé dans l'éducation thérapeutique au sein d'une équipe. Vous allez l'utiliser ici pour notre projet Maison de santé à Lancy, en fait à Genève. On a attribué ce rôle à l'assistante médicale qui, au niveau fédéral, est en fait renforcée, ou bien elle est légitime par rapport à cette activité. Vous pouvez aussi avoir des infirmières spécialistes cliniques qui sont en fait formées en éducation thérapeutique. Et ça, effectivement, c'est un des éléments, on va dire, essentiels du renforcement du patient. Donc ça doit presque être systématique. La prochaine question nous vient d'Hélène. Bonjour, que pensez-vous du fait d'externaliser les fonctions de coordination, qu'elles soient exercées par des services particuliers et non directement par l'équipe de soins? Oui, alors une question difficile parce qu'en fait, probablement, il n'y a pas de réponse univoque. C'est en fonction du système de soins dans lequel vous travaillez. Et même dans votre système de santé, vous pouvez très bien imaginer que vous travaillez en équipe, vous continuez à suivre votre patient, mais qu'à terme, vous déléguez ce suivi à une équipe plus spécialisée là-dedans parce que vous n'arrivez plus pour les soins palliatifs, par exemple. D'accord ? Mais de nouveau, en fait, je pense qu'il y a de multiples réponses à l'organisation du système de santé et aucune a que des avantages. Il y a des avantages et des inconvénients. Donc c'est à considérer en fonction des sites. Hervé Pingot, vous réagissez quand vous le souhaitez. Vous prenez la parole vraiment quand... Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Je crois aussi qu'il y a coordination et coordination. On peut très bien mettre en place une première coordination et s'apercevoir qu'elle n'est pas efficace parce qu'on est dépassé par le niveau de la complexité de la situation. Donc à ce moment-là, ça devient plus dur. J'aurais presque envie de dire il y a des super complexes, des hyper complexes. Et donc il faut peut-être penser aussi à des gradations avec différents niveaux de réponse, d'accord, qui permettent à un moment donné d'externaliser parce que c'est tellement difficile et tellement chronophage qu'on ne peut plus le payer, quoi. Donc auquel cas c'est le patient hyper difficile. Donc est-ce qu'il faut recourir à l'hôpital ou est-ce qu'il faut effectivement avoir une coordination locale mais qui soit d'un niveau beaucoup plus élevé, qui sera plus cher, qui sera plus chronophage en temps, mais qui pourra éventuellement prendre un second relais en cas de grosses difficultés, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de réfléchir, mais qui n'est pas simple parce que ça veut dire qu'on est capable de positionner des seuils de complexité. Or, comme on ne sait pas tellement caractériser la complexité, c'est difficile de positionner des seuils. Alors, la prochaine question est assez longue. Je vais vous demander d'essayer de nous adresser des questions synthétiques, mais quand même, je la formule. Philippe Rigoulot de la Maison des Adolescents du Gard. Merci pour votre exposé, nous dit-il. Votre interprétation de la complexité prend-elle également en compte la complexité entre les cultures professionnelles, voire les individualités derrière les professionnels? Le modèle que vous décrivez est fondé sur une opérationnalité assurée des ressources en santé, mais derrière les institutions et les services, ce sont des individus qui doivent coopérer. Quelle place a des négociations transactionnelles pour une compréhension partagée des besoins, des difficultés et des limites de la prise en charge? Oui, de nouveau une question très pertinente. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, vous ne pouvez pas créer des équipes dans toutes les situations, parce qu'effectivement, ça dépend aussi, pas du bon vouloir, mais plutôt de la culture des intervenants. Est-ce qu'ils sont prêts à travailler avec ce mode alterne, d'accord ? Ce qu'on a constaté effectivement, c'est que vous avez deux problématiques, donc la personne mais aussi l'institution. Donc l'institution qui porte ce professionnel doit aussi tout faire pour favoriser cette dynamique en équipe. Et c'est parfois pas simple parce que dans une équipe interprofessionnelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez sortir des guides de pratique, donc des recommandations, et probablement, par exemple, l'infirmière ou l'assistante sociale va exécuter des tâches, réaliser des tâches qui seront au-delà de ses compétences en fait, qui sont décrites habituellement. Donc là, en fait, en sortant des rôles, vous faites face à des contraintes, d'accord ? Et on pourrait dire, dès lors que l'équipe a décidé que l'assistante sociale ferait telle activité, c'est l'équipe qui a décidé, donc elle est légitimée par l'équipe. D'accord ? Donc elle n'a plus besoin d'avoir une institution qui lui dit elle peut ou elle ne peut pas, puisque l'équipe a décidé ainsi.
Merci pour votre réponse. On a encore 2 ou 3 questions, on a encore un peu de temps, donc on va prendre ces questions. La prochaine question, comment rassembler, docteur Perron, en présentiel une telle équipe pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire? C'est très compliqué sur le territoire du domicile au vu des profils des acteurs intervenant autour du patient. Le support numérique est indissociable à l'atteinte de cet objectif de partage de données, de la complexité et de la co-construction des décisions. Il y aura tout de même un leader qui communiquera la décision, c'est le médecin du patient. Oui, donc comment se réunir? Bon, après, c'est aussi une question d'organisation du système. Donc, a priori, si le patient arrive à se rendre au cabinet du médecin, si le médecin fait des visites à domicile, donc, ou les deux, on peut imaginer différents modèles. Moi, pour mes patients, donc, je fais les deux. Donc, je fais des réunions dans mon cabinet, en présence du proche et des autres intervenants. On les planifie. Et en fin de journée, si ça se trouve, je fais des réunions interprofessionnelles au domicile du patient. D'accord. Donc effectivement, Genève, c'est facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Donc même si le patient est à l'autre bout du canton, j'arrive à m'y rendre. Donc ensuite, il faut voir effectivement les contraintes du système. Julie Vernet du réseau Maladies Rares vous pose cette question. Intégrez-vous des patients avec maladies rares dans vos études, une personne sur 20 dans la population générale? Alors, on n'a exprès pas ciblé des maladies. On a cette approche qui est centrée sur le patient et ses besoins. Et dès lors, on n'a pas exclu de maladies ou dit qu'il fallait inclure des maladies. Dès lors que les intervenants décident que la situation est complexe et qu'une équipe peut avoir une valeur ajoutée, la chose se met en route. S'il faut un spécialiste ou des spécialistes qui rentrent en fait en interaction, comme vous disiez tout à l'heure, avec le cercle primaire, à ce moment-là, pourquoi pas? C'est tout à fait un modèle qui peut être réalisé, ouais. Une question d'Elias Lamine. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer pourquoi vous avez limité la complexité de la coordination juste à une complexité financière? La complexité de la réalisation de la coordination. Oui, en fait, si vous voulez, dès lors qu'une activité n'est pas financée, on se retrouve dans du volontariat. Voilà, j'aime bien jouer la guitare autour d'un feu. Je le fais de temps en temps parce que j'aime bien. Si vous voulez, on va dire, déployer et rendre durable cette activité, il faut qu'elle soit inscrite dans le système de financement. Donc ça, on va dire, c'est pas une motivation, mais c'est une précondition. D'accord ? Une fois que la précondition est réalisée, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, il faut un système de financement qui soit tenable, acceptable, pour qu'aucun des intervenants ne dise « Ah bah là, c'est du bénévolat, je perds mon temps, je perds mon argent, j'aimerais bien le faire, mais vous ne m'avez pas soutenu ». La dernière question nous vient de Muriel Rodier de La Réunion. Merci pour votre exposé éclairant. Travaillez-vous ce que nous appelons la complexité ressentie par les professionnels et si oui, de quelle manière? Oui, donc effectivement, si vous voulez, ce n'est pas un organisme externe qui va définir la complexité. C'est vraiment le questionnaire nous aide en fait à s'assurer de l'exhaustivité des caractéristiques qui peuvent être connues. Et c'est vraiment ce sont les professionnels qui suivent le patient, qui connaissent le patient peut-être depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, qui en fait déterminent si cette caractéristique est présente ou pas. D'accord ? Donc il s'agit vraiment de leur ressenti. Et très souvent, quand j'exécute les questionnaires avec les collègues, c'est des questions difficiles et ils doivent réfléchir. Ils doivent réfléchir pour dire oui, effectivement là, cette caractéristique est présente, mais non, ça ne rend pas la prise en charge difficile. Et il n'y a qu'eux qui peuvent répondre à cette question. Donc le ressenti fait partie de la démarche, complètement. Hervé Pingot, l'exposé du docteur Perron va vous servir de base, si j'allais dire, peut-être au démarrage des ateliers cet après-midi, j'imagine. Oui, alors sans s'être concerté, on a sur les 3 cas qui vont servir dans les 3 sous-groupes de l'atelier de cet après-midi, il y a un cas qui ressemble beaucoup à Madame Favre. Madame Favre, donc j'étais étonné du fait de retrouver un peu ces caractéristiques. Et puis on a 2 autres cas qui sont différents. Donc on essaie, à travers les 3 personas qu'a mis au point Cyril Le Cède, qui va co-animer, d'illustrer aussi que la complexité peut prendre plusieurs visages, d'accord, et que c'est forcément multifactoriel,
et que cette réflexion commune effectivement autour de la complexité nécessite ce leadership réparti, hein, et que celui qui est le plus compétent sur le facteur de complexité qui pèse le plus puisse à un moment donné peser de tout son poids avec sa compétence pour persuader les autres effectivement, hein, que les relations cause à conséquence, il est peut-être lui plus à même de les analyser. Donc on va essayer de faire travailler nos 48 participants à l'atelier, et ça va être un vrai challenge que d'animer à distance, mais on va essayer de les faire travailler autour de ces personas avec la même philosophie, quoi, simplement pour réfléchir dans un premier temps à la caractérisation. Et puis demain matin, on reprendra les mêmes personas, et là on réfléchira à qu'est-ce que pourrait être cette prise en charge. Et ça amène une question, si je peux, au docteur Perron, parce qu'on a monté des écrits où on a repéré aussi ce fameux événement clé à partir duquel il faudrait, de façon optimale, faire la prise en charge coordonnée, quoi. Mais cet événement, il n'est pas facile à repérer, quoi. Donc ça va être un sujet qu'on va travailler demain matin. Mais donc, est-ce que vous avez un retour d'expérience là-dessus? À quel moment, ça rejoint la notion du seuil de complexité finalement, à quel moment il faut décider qu'on inclut un patient dans ce type de dispositif, hein, et donc qu'on repère cet événement clé qui dit mais si on fait comme ça maintenant, ce sera plus rentable pour faire un clin d'œil à Elias Lamine. Voilà. Et oui, la définition la complexité, de définir la complexité d'un patient. Comment est-ce qu'on juge de ça finalement? Oui, donc en fait, il y a différentes situations avec tout d'un coup un événement brutal, puis là, vous devez reconsidérer tous les éléments. Avec Madame Favre, c'est assez clair, mais très souvent, vous avez un crescendo dans la complexité, puis pas vraiment de moment brutal où ça ne va plus. D'accord ? Donc en fait, dans notre analyse, on doit capter cette phrase, on doit écouter nos collègues, puis tout d'un coup, le collègue il va nous dire, là, en 2017, c'est là que tout s'est effondré. Voilà. Donc on a ce mot, on dit, alors en 2017, tout s'est effondré. Puis on prend ce mot, puis à partir de là, qu'est-ce que vous avez fait ? Puis on essaie de capter cette phrase pour définir à partir du moment le ressenti justement de ces professionnels a été tellement important qu'ils ont décidé, mais vous n'avez pas, comme dans la complexité, vous n'avez pas de possibilité de définir parce que chaque situation est différente. Donc vous arriverez peut-être à schématiser en disant voilà, vous travaillez en vain, le patient est hospitalisé sans arrêt, il échappe au système, il ne vient plus à ses rendez-vous, d'accord ? Mais vous aurez une multitude d'éléments qui pourront être des moments de départ pour l'équipe. Une question que je me pose à l'instant, cette définition de la complexité, est-ce qu'elle évolue en fonction de l'âge du patient? Je pense aux patients plus jeunes, les enfants, ou les ados versus la personne âgée. Donc l'âge est un facteur de complexité en soi, mais comme on a eu la chance aussi d'intégrer des collègues qui s'occupent de population adolescente, on a pu voir que la population adolescente est aussi a aussi des particularités de complexité, d'accord ? Donc ça ne doit pas être un facteur d'exclusion. Puis pour la constitution des équipes pour un patient adolescent en situation complexe, évidemment, l'équipe sera très différente. Peut-être qu'il y aura un éducateur, peut-être qu'il y aura une personne qui est en charge du suivi scolaire de l'adolescent. Donc en fait, vous avez si vous voulez, différentes configurations. Une toute dernière question. Vous avez rappelé, Hervé Pingot, le parcours international du docteur Perron. Est-ce que vous diriez l'un et l'autre que la Suisse est en avance sur ces méthodes de prise en charge des patients complexes? Non, en toute objectivité, bien sûr. On n'est pas en avance. Donc on s'est beaucoup inspiré. En tout cas, le ministre de la Santé du canton de Genève s'est inspiré du modèle de maison de santé français, les CPTS. D'ailleurs, quand on a formulé la réponse pour que notre projet soit accepté, on a repris les éléments fondateurs et je pense qu'on s'inspire les uns des autres et c'est bien. Donc dire qu'on a de l'avance, je ne pense pas. Non. L'humilité du docteur Perron. Moi, je crois que effectivement, les Suisses ont à la fois cette influence francophone et aussi cette influence germanique, et que l'influence parfois germanique leur donne une efficacité, un pragmatisme qu'on a peut-être un petit peu du mal à avoir dans notre culture latine. D'accord ? Mais c'est un sentiment très personnel, quoi. Donc je dirais oui, probablement par rapport à ce que je ressens.
Aujourd'hui, je n'ai pas une observation totale de la réalité du terrain sur la situation complexe en France, mais ces journées, vous nous en donnez une vision un peu meilleure. Je pense que oui, un petit peu, parce que dans une vision très territoriale, sur un micro-territoire pour nous finalement, vous avez réussi à faire une preuve de concept à minima, et dans les perspectives, on voit bien que ça va devenir quelque chose de beaucoup plus stable, quoi. Donc c'est intéressant d'ailleurs de savoir quelles vont être les caractéristiques de ces 60 dossiers que vous allez prendre. Est-ce qu'il y aura des jeunes, des vieux? Est-ce qu'il y aura quel type de maladie? Enfin, ça va être intéressant de vous observer. Donc moi, je plaide d'ailleurs pour la constitution d'un réseau international où des échanges de bonnes pratiques se fassent autour des différents pays lorsqu'ils sont compatibles sur leur modèle social. Voilà. On va marquer une pause, mais il y a une toute dernière question qui nous arrive, si vous êtes d'accord pour y répondre, Dr Perron. Est-il prévu une formation des intervenants aux pratiques de coordination et d'interdisciplinarité? Oui, en fait, en quelque sorte, elle a déjà eu lieu pour ce qui est du réseau infirmier, puisque à Genève, vous avez une structure qui s'assure des soins à domicile, et avec 1500 infirmières, donc c'est un grand réseau, et les infirmières qui étaient les référentes en fait des patients complexes ont pu bénéficier de cette formation. Par ailleurs, on a très bien vu que l'interprofessionnalité, c'est pas forcément quelque chose qui est acquis. Donc en fait, au niveau de l'université, on a déjà des centres de simulation interprofessionnelle. Les étudiants sont exposés à ça. Et ensuite, au niveau de la formation, on va dire post-graduée, on a aussi des éléments de formation continuelle, et aussi pour les médecins qui sont installés. Eh bien, merci beaucoup, Dr Perron, de vous être déplacé depuis Genève, d'être venu jusqu'à nous dans cette belle ville d'Albi pour nous exposer cette présentation qui a bien posé les termes et les enjeux de ces 2 journées de discussion. Je vous propose on peut l'applaudir, bien sûr. Derrière votre écran, vous pouvez aussi l'applaudir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir formulé vos questions très nombreuses. Et surtout, n'arrêtez pas, continuez au cours des 2 jours. On va marquer une pause. On se retrouve à 11h pour la suite du programme. À tout de suite.